on vient de voir le Data Governance Act et on a vu qu'il y avait un texte complémentaire, le Data Act. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Maud? Alors le Data Act ou règlement sur les données est un texte européen également, qui a été élaboré par la Commission européenne et qui s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en place de la stratégie européenne pour les données. Cette stratégie a pour objectif de créer vraiment un marché unique des données, que ce soit des données personnelles ou des données non personnelles, dans lequel les données peuvent circuler afin de permettre aux entreprises de créer de la valeur à partir de ces données. Le Data Act participe avec les autres textes européens à créer cette stratégie, à construire cette stratégie du numérique. Donc on a le Digital Service Act, le Digital Market Act, le Data Governance Act et l'Artificial Intelligence Act. Donc l'objectif, c'est de construire une Europe adaptée à l'ère du numérique. Et pour libérer ces données et finalement leur utilisation, comme tu l'as dit, 2 textes complémentaires ont été préparés, le DGA et le Data Act. Donc le DGA, on a vu pour le DGA, pour le Data Act, où est-ce qu'on en est exactement? Alors, à la différence du DGA, le Data Act est actuellement encore en cours de discussion auprès des instances européennes et son adoption est envisagée au cours de l'année prochaine, donc début 2023, pour une entrée en application en 2024. D'accord. Et quel est son scope? À qui va s'appliquer ce texte exactement? Alors, ce texte s'applique à tous les acteurs qui fabriquent des produits connectés ou des services en lien avec ces produits connectés, aux utilisateurs de ces produits et à ceux qui détiennent les données générées par ces produits. Donc on n'a pas de texte définitif pour l'instant, mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les points importants déjà aujourd'hui? Alors, effectivement, si des précisions vont être apportées sur certains aspects du texte, les principaux mécanismes et concepts sont posés. On peut en retenir 3. 3 mesures destinées à faciliter l'utilisation et l'échange des données. D'abord, un mécanisme de réduction des effets de lock-in, un mécanisme de partage des données entre les entreprises et les organismes publics en cas de besoin exceptionnel et des garanties d'interopérabilité des données. Donc, concernant la première mesure, qui vise à réduire les effets de lock-in, il prévoit que les fabricants de produits et services connectés donnent à l'utilisateur un accès direct à ces données, c'est-à-dire en tout cas aux données qui sont générées par les produits et services connectés. Et si l'accès direct à ces données générées n'est pas possible, le fabricant doit lui mettre à disposition dans les meilleurs délais. Donc en réalité, c'est comme une extension du concept de portabilité des données personnelles qui est prévu déjà par le RGPD aux données générées par les objets connectés. D'accord. Et du coup, quand on parle d'utilisateur, on parle du consommateur, de l'entreprise qui a acheté ou loué un produit ou un service connecté. Oui, c'est ça, c'est ça. Et les données générées, donc auxquelles les utilisateurs vont devoir avoir un accès direct, donc ce sont des données personnelles et non personnelles, et précisément ce sont les données brutes. C'est-à-dire que ce ne sont que les données soit fournies par l'utilisateur, soit qui sont des données générées qui enregistrent les actions des utilisateurs ou qui sont liées à la performance du produit. Mais ça ne concerne pas les données qui vont être déduites par les fabricants lors de l'utilisation du produit. D'accord, donc si je comprends bien, finalement le Data Act, il essaie de tirer parti de l'augmentation des objets connectés qu'on a aujourd'hui dans notre quotidien, que ce soit donc les montres connectées, les assistants vocaux, les équipements médicaux, ou bon, ce qu'on va trouver en IoT par exemple pour la météo, pour la maintenance, etc. Donc tirer parti de ça, et donc tirer parti de l'augmentation du volume de données, et aussi de la valeur potentielle de ces données pour les consommateurs et pour les entreprises. Oui, c'est ça. Et donc, une fois les données récupérées par l'utilisateur, que peut-il faire concrètement de ces données? Eh bien, une fois que l'utilisateur a récupéré ces données, il peut ensuite les partager avec un tiers. Donc, en réalité, il est plus contraint de rester attaché au fabricant. Et donc, c'est bien ça le concept de réduction des effets de lock-in, c'est-à-dire que l'utilisateur ne sera plus attaché au fabricant du produit et pourra donner les données générées à un tiers utilisateur. D'accord. Et donc l'utilisateur peut par exemple donc, accéder à ces données pour sa propre utilisation, sa propre curiosité entre guillemets, et il peut aussi surtout peut-être aller voir par exemple un autre service de réparation moins cher que celui du fabricant, ou il peut même aller voir des experts de data du domaine avec ces données. Oui, c'est tout à fait ça le concept. Et les échanges avec ce nouveau tiers
devront être encadrés par des contrats et il sera possible de mettre en place des mécanismes de compensation financière pour la mise à disposition de ces données. Et le tiers intermédiaire pourra être un intermédiaire de confiance, comme on l'a vu dans le texte du DGA. Et l'objectif, c'est que, effectivement, ça permette de développer de nouveaux types de services, de nouveaux opérateurs, sans pour autant qu'ils puissent développer des produits concurrents aux fabricants de produits et services connectés. D'accord, merci pour ces précisions. Et du coup, on a une deuxième mesure qui va permettre de réduire les effets de lock-in et qui concerne du coup les fournisseurs de services cloud. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le texte facilite le changement de fournisseur de services cloud par les utilisateurs. Des obligations sont imposées aux fournisseurs pour qu'ils permettent aux utilisateurs de passer plus facilement d'un fournisseur à un autre. Et donc, il y a des règles qui sont fixées en matière de délai de résiliation, de format de récupération des données et d'interopérabilité. D'accord, donc ça c'est pour les mesures de réduction de lock-in. Et donc deuxième point important, donc c'était le premier point à retenir de ce texte, et le deuxième du coup il concerne la mise à disposition de données par les entreprises aux organismes publics, et j'ai cru entendre que ça fait couler un peu d'encre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, alors le concept c'est que une entreprise qui détient des données doit, à certaines conditions donc de besoins exceptionnels, de mettre à disposition les données qu'il détient aux organismes du secteur public. Donc il y a encore des discussions sur la notion de qu'est-ce que recouvre un besoin exceptionnel et quels sont les organismes publics qui vont être concernés. D'accord, donc les précisions viendront sur ce point, on l'espère. Et donc il reste un troisième point important à retenir et qui concerne l'interopérabilité. Oui, l'échange de données ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'interopérabilité. Et donc, c'est bien ce que prévoit le texte. Il fixe vraiment des exigences sur l'interopérabilité à la charge soit des fournisseurs de services, soit des tiers. Et il fixe des règles concernant la structure, le format des données notamment. Donc, concrètement, comment on peut se préparer à l'application de ce texte et comment Selensa aide ses clients à pouvoir se préparer à bénéficier de ce texte. Alors, comme pour le Data Governance Act, la mise à disposition des données générées à l'utilisateur, au consommateur, exige que l'entreprise connaisse les données qui sont présentes dans son organisation, donc de la data governance, donc la création d'un référentiel de données, savoir si on a des données manquantes, etc. Deuxième point, c'est qu'on va accompagner le client dans l'implémentation, la traduction des exigences de ce texte, donc par exemple des fonctionnalités qui vont permettre de respecter l'interopérabilité, les exigences d'interopérabilité, de portabilité des données, au même titre que ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec les exigences du RGPD, par exemple pour traduire l'obligation, le droit à l'oubli. En pratique, pour la conception d'une application, on va par exemple prévoir des fonctionnalités d'accès direct des données à l'utilisateur et aussi favoriser des fonctionnalités open source, des formats de fichiers standardisés, par exemple comme des fichiers JSON ou des fichiers Parquet. Et aujourd'hui, on a des organismes de normalisation qui sont en train de travailler actuellement sur des normes européennes sur ces sujets de standardisation. Donc on attend les précisions dans les prochains mois. Et donc le dernier point, pour renforcer la confiance des différents acteurs, le texte prévoit des mesures donc, qui vont viser à la fois à accroître la sécurité juridique pour les entreprises et les consommateurs qui génèrent les données, sur donc, qui peut utiliser les données et dans quelles conditions. Et aussi, on a un point important, c'est que ces mesures visent à inciter les fabricants à continuer d'investir dans la production de données de qualité. Donc on aura des précisions dans les prochains mois à venir sur les formes que prendra cette incitation en pratique, mais cela va sûrement impliquer de prévoir ou renforcer des procédures de validation de la qualité de la donnée dans les organisations. Et justement, dernière question, qui va vérifier le respect de ces règles d'interopérabilité, de qualité de la donnée par les différents acteurs qui sont concernés? Alors, plusieurs autorités de contrôle pourront être désignées pour contrôler l'application du texte. Et en cas de données personnelles, il est prévu que les autorités de contrôle qui sont en charge de vérifier l'application du RGPD seront responsables de cette partie-là. Et en termes de sanctions, le texte prévoit que ce sera les États membres qui devront déterminer les sanctions applicables à chaque fois. D'accord, super. Merci pour ces précisions, Maude. Donc, on voit que ces deux textes, donc le DGA et le Data Act, visent à accroître et à libérer la production de données en renforçant la confiance dans le partage de celles-ci.
Et l'un des objectifs après est bien sûr de pouvoir alimenter des systèmes d'intelligence artificielle qui sont très gourmands en données. Et ces systèmes d'intelligence artificielle font justement l'objet d'un texte que nous allons voir donc, dans quelques instants.